On se retrouve actuellement pour les chroniques de l'impérialisme et voir où en sont le Venezuela et les États-Unis dans leur lutte. Le centre impérialiste américain, le cœur de l'impérialisme qui est en crise et qui tente de survivre par la guerre et par la conquête de territoires sur lesquels il doit investir, exporter ses capitaux et récupérer des ressources. Et on voit la résistance du Venezuela qui, malgré la perte de Maduro, tente d'exister. Pour ça, j'accueille en duplex de Caracas le camarade Padu. Padu, est-ce que tu m'entends ? Comment on dit en français déjà bonjour. Non, là je suis en direct de la gare de l'Est parce que je vous prépare un petit truc pour la chaîne personnelle. Vous m'en direz des nouvelles, mais du coup je suis pas devant ma caméra et donc je vous fais ça juste avec un micro, mais on pourrait m'afficher, mais ce serait pas très beau à voir, quoi. Je suis vraiment dans un café à la gare de l'Est, quoi. C'est ça. C'était important pour nous de réagir assez vite parce que là, vous le savez, hein, on est obligé d'être sur l'actu et l'actu anti-impérialiste encore plus. Donc on va essayer de regarder parce qu'il y a des choses qui tournent pas mal. Je sais pas si tu as vu ça, Padu, mais cette photo de Delcy Rodriguez avec la CIA qui est un prétexte pour dire que ce serait une trahison et que la CIA aurait réussi son coup merveilleux de faire tomber Maduro et donc de reprendre l'intégralité des ressources du Venezuela. Or, c'est pas tout à fait juste. Et un front anti-impérialiste digne de ce nom se doit d'être derrière les gens les plus avancés de l'anti-impérialisme, et les chavistes en sont en première ligne. On ne peut pas se permettre d'avoir des pudeurs ou des critiques quand l'impérialisme est aussi chaud qu'il l'est aujourd'hui. Et donc c'est vraiment important de remettre dans le contexte ce que fait Delcy Rodriguez, qui n'est pas nouveau pour contrer l'hégémonie américaine et qui mérite justement d'être finement analysé, matériellement analysé quand on est marxiste, quoi. Et pas simplement dénoncé moralement sur le plan, on va dire, idéaliste, avec des suppositions, des analyses un petit peu légères sur ce sujet. Alors, à la fois, moi j'ai vu, et à la fois j'ai vu des gens dont l'analyse c'est de dire que quand tu trahis avec la CIA, tu te prends en photo avec la CIA. C'est-à-dire que pour ces gens, les gens qui trahissent, c'est des gens, ils se prennent en photo comme ça, ils disent « Coucou, je suis en train de trahir avec la CIA ». Moi, ça m'a pas paru très convaincant, d'autant que ça venait souvent de gens qui soient à gauche ou à droite, qui n'ont jamais aimé le chavisme, mais qui disent que le chavisme a trahi depuis J1. C'est-à-dire que sous Chavez, ils disaient que le chavisme est trahi, sous Maduro, ils disaient la même chose, et sous Delcy, ils sont encore en train de dire ça. Alors peut-être qu'un jour ils auront raison, mais c'est sûr que quand on dit tout le temps la même chose, parfois par chance ça arrive, hein. Si tu dis tout le temps qu'il est 22h22, il y a une fois par jour où t'as de la chance, il est 22h22, tu vois, mais en réalité il est pas 22h22 le reste de la journée, tu vois. Et là c'est un peu ça le truc, mais j'ai envie d'analyser ça même parce que au contraire, comme l'a montré dans notre interview que je vous invite à aller voir sur la chaîne d'On ne veut plus avec Thierry Deron, la politique mise en place actuellement par Delcy Rodriguez est plutôt en continuité avec la politique de Maduro, qui était même plutôt en continuité aussi avec la politique de Chavez. Donc on voit au contraire une sorte de continuité, de cohérence, qui est plutôt une épine dans le pied, je pense, de l'impérialisme et notamment du trumpisme, qu'une trahison, quoi. Ouais, clairement. Et t'as raison de rappeler que seules les horloges cassées donnent l'heure au moins précisément une fois par jour, et que n'importe quelle horloge est forcément même d'un millième décalée, voilà. Et effectivement, répéter tout le temps la même chose, c'est une façon d'avoir raison par inadvertance, quoi. Et ce qui est intéressant de ce que tu dis, c'est vraiment, tu sais, le côté, il se cache pas. La question, c'est, voilà, cette photo, à qui elle va donner des gages ? Effectivement, elle donne des gages, a priori, à la CIA. Mais pour donner des gages à la CIA, il n'y a pas besoin de se prendre en photo de manière publique. Elle va plutôt servir les intérêts de Trump, qui lui a justement besoin de faire croire que son opération a réussi. Et tout l'enjeu de Delcy Rodriguez aujourd'hui, pour arrêter l'impérialisme, c'est de négocier sa partition, justement sur la souveraineté du Venezuela sur le pétrole, et de faire en sorte que ça n'aille pas plus loin, parce que si demain le chavisme tombe, il faut bien que les gens soient conscients, et allez voir l'interview de Deron que vient de citer Padu, parce que si demain le chavisme, c'est pas simplement des dirigeants. Le chavisme, c'est une façon de gouverner un pays avec des communes, un pouvoir partagé, participatif, une démocratie permanente, en intégrant des populations qui n'avaient jamais été intégrées dans le processus démocratique, avec des structures et des institutions locales. Enfin, vraiment, si le chavisme tombe, le risque, c'est vraiment d'avoir une société qui va
tomber dans les pires possibilités que l'Amérique du Sud permet, comme Pinochet, ce qu'il y avait eu au Brésil, ce qu'il y avait eu avec Uribe en Colombie, et aujourd'hui, on va dire une extrême droite comme Machado, comme ça avait été le cas aussi en 2021, en 2019, quand il y avait eu des déstabilisations de Maduro, se prépare si Rodriguez tombe. Donc, il ne s'agit pas de rigoler là-dessus. Il faut tenir le régime chaviste parce que ça reste une possibilité concrète de faire un monde anticapitaliste, contre-capitaliste par rapport à l'état du monde aujourd'hui. Donc si Rodriguez tombe, c'est l'intégralité du chavisme qui va tomber dans les mains de l'extrême droite qui, je le rappelle, c'est ça l'opposition au Venezuela. Il n'y a pas de gauche performante, forte, à côté du chavisme. Les gens qui vous font croire qu'il y a une possibilité prolétarienne au Venezuela, mais comme au Sud plus généralement, on va le rappeler à la fin, tout ça est faux. L'impérialisme, le monde impérialiste fait en sorte de, comme disait Samir Amin, qu'on recitera à la fin, de développer le sous-développement dans la périphérie, et ça, c'est fondamental justement pour comprendre que la contradiction principale entre le centre et la périphérie est fondamentale à l'échelle du système monde qu'est l'impérialisme, qu'est un état du capitalisme stable dans lequel le centre extrait de la plus-value et permet de compenser sa baisse tendancielle du taux de profit. Je finis là-dessus pour donner... Après tu dis il n'y a pas de perspective prolétarienne, mais moi je irais même plus loin. La perspective prolétarienne, c'est la perspective du chavisme aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est la seule perspective qui va permettre une amélioration vers le socialisme du prolétariat, tu vois, une amélioration des conditions de vie de la majorité de la population, qu'elle soit paysanne, prolétaire, indigène, et qui va permettre aussi de lutter contre l'impérialisme, qui est la contradiction principale dans ces endroits-là. C'est ça aussi qu'oublient certaines personnes à gauche, c'est qu'aujourd'hui, la contradiction au Venezuela, c'est le pouvoir de l'impérialisme américain sur le Venezuela, ou alors le pouvoir bolivarien. C'est pas la bourgeoisie contre le prolétariat, qui sont des catégories, si tu veux, assez abstraites, assez universalisantes, et qui prennent des formes un peu différentes partout dans le monde, et il y a des endroits où, en réalité, là, ce qui se joue, c'est de prendre appui sur des couches sociales qui sont parfois prolétaires, parfois pas prolétaires, au Venezuela, pour résister à l'impérialisme américain. Et c'est toute la politique qu'a eu Chavez, puis qu'a eu Maduro, et puis maintenant Delcy, c'est justement d'essayer de maintenir cette révolution bolivarienne contre cet impérialisme américain, parfois en s'appuyant sur des entreprises privées même. Et j'en veux pour preuve qu'une grande demande de Maduro, de Chavez même, et puis de Delcy aujourd'hui, c'est qu'il y ait des entreprises privées qui achètent du pétrole au cours du marché, et que ça puisse permettre de développer des écoles, que ça puisse permettre de développer de l'industrie, de l'agroforesterie, tout un tas de politiques publiques, et qu'en gros ça profite à la majorité de la population dans ces pays-là. Cette politique-là, elle se rapproche peut-être d'une sorte de denguisme pour ceux qui connaissent un peu, c'est-à-dire d'une sorte d'ouverture au marché, mais toujours contrôlée par un parti qui a pour but d'aboutir au socialisme, on veut dire. Alors c'est pas quelque chose de pur, c'est pas quelque chose, ça pourrait ressembler aussi à la NEP de Lénine d'ailleurs, tu vois. Enfin, c'est pas quelque chose qui est de l'ordre de demain on prend le pouvoir, on nationalise tout, et puis d'un coup c'est le communisme, parce que ça se passe pas comme ça en réalité, et c'est plus favorable au peuple vénézuélien de vendre du pétrole aux entreprises chinoises ou américaines pour pouvoir financer des écoles, que de pas en vendre du tout et de rester sous-développé, quoi. Et l'enjeu il est là, et aujourd'hui Trump a dû faire marche arrière alors qu'il voulait au départ faire un embargo, ne pas acheter de pétrole au Venezuela. Il se retrouve à en acheter et à essayer de faire croire que c'est une sorte d'avancée politique, que c'est une sorte d'avancée de sa politique, et que ce serait dû au fait qu'il ait capturé Maduro. En réalité, c'était déjà la demande de Maduro, quoi. Donc vraiment, faut être clair là-dessus, je trouve. Oui, clairement. Pour redonner un petit exemple de ce qu'est l'impérialisme selon Luxembourg et Lénine, t'as raison de le dire, c'est vraiment une phase du capitalisme. C'est pas tout à fait la même chose que ce qu'on voit qui a été complété, critiqué et enrichi par les pensées du Sud. Il y a quand même des choses qui sont reprises, notamment l'export de capitaux. On va voir, c'est ce qu'essaye de faire Trump quand justement il y a un problème de capacité à faire du taux de profit. C'est ce que dira Luxembourg dans l'accumulation du capital. C'est l'export de capitaux par la force et par le militaire, ce que montrera Lénine. La concentration monopolistique, c'est-à-dire on voit effectivement ce que nous on appelle la suraccumulation du capital, la cruche de suraccumulation, c'est en fait les entreprises dans le monde commencent à se monopoliser, c'est-à-dire à détruire les petites entreprises et à se créer en consortium. On le voit aussi aujourd'hui, et notamment dans l'exploitation pétrolière, il y a très très peu de compagnies qui utilisent l'intégralité du pétrole. Et enfin, ce qu'on oublie, c'est dont Lénine parle dans le Stade suprême, la constitution d'une aristocratie ouvrière corrompue. Je rappelle que l'aristocratie ouvrière corrompue,
c'est pas les élites, comme tu l'as dit, nationales, bourgeoises ou semi-bourgeoises du Sud, c'est des prolétaires au centre, voilà, qui eux ont des droits syndicaux, qui eux jouissent de la plus-value qui est extraite du Sud par l'échange inégal, etc. C'est ça l'aristocratie. Ah bah c'est sûr qu'il vaut mieux être un fonctionnaire en France que être un petit bourgeois vénézuélien, hein, c'est sûr et certain. Hein. Exactement. Donc c'est ça qui fait qu'on va le voir quand on est anti-impérialiste conséquent et qu'aujourd'hui on comprend que cette contradiction est principale. La contradiction principale du monde impérialiste, c'est le centre et la périphérie. Ce n'est pas une hypothétique classe ouvrière internationale imaginaire contre une bourgeoisie imaginaire qui serait homogène partout, qui aurait les mêmes caractéristiques et les mêmes potentiels progressistes partout, etc. Non, l'impérialisme est un système où justement, ce qui est très important, et ça on s'appuie, les gens qui ont fait ça s'appuient sur le livre 3 du Capital de Marx, où justement le processus de circulation, c'est-à-dire d'extraction de plus-value par la circulation des marchandises, devient plus important que le processus de production lui-même de marchandises par l'exploitation des travailleurs. Et ce phénomène-là crée un monde impérialiste qui est stable et qui devra d'abord être enrayé, cassé par l'autonomie du Sud par rapport au centre. Voilà. Et donc, le chavisme c'est toute la problématique, c'est justement ce que tu montres, c'est très intéressant, parce que c'est toute la problématique de penser le prolétariat un peu de manière abstraite, comme uniformisé un peu dans le monde, tu vois. Et justement, Marx se rappelle bien, c'est dans son texte connu là sur l'anglais et l'irlandais, où il dit que en gros les ouvriers irlandais, pour se libérer, en gros, ils vont devoir acquérir une sorte d'indépendance nationale vis-à-vis de l'ouvrier anglais. Alors qu'on pourrait croire, dans une perspective encore une fois un peu idéaliste, que c'est des ouvriers les deux. Oui, mais l'ouvrier anglais à l'époque de Marx, en fait, il est à l'avant-garde, on va dire, du prolétariat mondial au niveau des conditions sociales, parce que l'Angleterre à l'industrie la plus avancée, et donc en fait il profite en quelque sorte de l'exploitation de l'Irlande comme soumise à l'Angleterre, quoi. Et ça c'est quelque chose vraiment qu'il faut rappeler, et en fait c'est dur même à penser de notre point de vue, parce que nous on est dans le centre impérialiste, mais on galère quand même, on a quand même parfois des choses qui sont dures, tu vois, il y a des délocalisations, il y a des politiques libérales, des politiques qui paupérisent les gens, mais il faut quand même penser système monde, parce que toute violence ici c'est 1000 fois plus de violence dans la périphérie, si tu veux. Exactement. Et donc, on va dire, les bourgeoisies du Sud sont beaucoup plus, quand elles veulent récupérer les ressources et ne plus laisser les compagnies de l'impérialiste et les capitaux impérialistes dicter leurs lois, sont plus anti-impérialistes que n'importe quelle organisation ouvrière au centre, surtout si ces organisations ouvrières commencent à les critiquer en adéquation avec la bourgeoisie centre-impérialiste, comme quoi ils seraient pas assez libéraux, trop dictateurs, et ci et ça, et qu'ils empêchent des fronts anti-impérialistes conséquents en faisant des messages critiques des régimes quand il y a des rassemblements anti-impérialistes, quoi. Notre tâche à nous, c'est justement de soutenir tous les peuples du Sud qui essayent de casser les potentielles hégémonies et la mainmise du centre sur le monde, quoi. Et là où tu disais, tu sais qu'il y avait qu'on avait l'impression de revenir en arrière, moi ça me fait penser à un texte de Train-Duc Tao qui s'appelle, à l'époque je crois, ça s'appelle Sur l'interprétation trotskiste, mais avec un Z, je sais pas pourquoi il écrit ça avec un Z, des événements d'Indochine, je crois qu'elle s'appelle comme ça le texte. Et en gros il répond à Claude Lefort qui expliquait que le Viet Minh il avait fait une alliance un peu nationaliste et que c'était pas du vrai communisme, je sais pas trop quoi, et qu'en fait il aurait pas dû faire alliance avec des forces qui se déclarent pas marxistes ou communistes contre les Français, parce que ça va pas dans le sens du prolétariat, quoi, et du socialisme abstrait que Claude Lefort a dans sa tête depuis sa petite baraque parisienne, on va dire. Et Train-Duc Tao il lui répond de manière assez virulente là-dessus, parce qu'il montre que c'est une position qui est en fait très occidentalo-centrée et qui est une position de facilité, parce que quand tu te retrouves dans un état, alors à l'époque c'est un état colonisé, c'est différent du Venezuela qui est un état qui est plus victime de l'impérialisme, mais quand tu te retrouves dans un état colonisé, que t'as pas forcément les mêmes droits que le colon et des choses comme ça, et bien la contradiction elle se joue là, et tu peux te retrouver dans un combat commun avec des gens qui ne sont pas forcément communistes ou sont même pas forcément des prolétaires, ils peuvent être paysans, ils peuvent être petits bourgeois ou des choses comme ça. Et dans la question de l'impérialisme ou du néocolonialisme, il y a des fronts aussi comme ça qui se créent. Alors ça veut pas dire qu'il faut soutenir en fermant les yeux n'importe quel nationaliste qui critiquerait l'Occident, mais quand on est dans une dynamique comme celle du chavisme, c'est-à-dire d'essayer de construire le socialisme en se basant sur des forces, en particulier indigènes, prolétaires, de la paysannerie et des choses comme ça, on peut pas balayer ça de la main en disant oui
oui, mais quand même, il y a de la répression. Et puis, en fait, parce que la Gien, en plus, il disait déjà ça, et c'est pas le vrai socialisme, parce que vraiment, c'est quelque chose qui mène nulle part, quoi, à part faire le jeu des Occidentaux. Et je voudrais juste revenir sur un truc aussi. Thierry Deron, dans l'entretien qu'il donne à On ne veut plus, il dit un truc intéressant. Il dit il y a deux choses qui profitent à la guerre psychologique de l'impérialisme américain. C'est avant les bombardements, créer l'image du dictateur, et après le bombardement, créer l'image de la trahison, que la révolution c'est fini, tu vois, une sorte de pessimisme. C'est quelque chose qui permet un peu de, si tu veux, d'enlever la puissance des troupes révolutionnaires, cet optimisme qui fait qu'on a envie d'aller de l'avant, c'est de faire croire dans un sens que le chef de l'État il n'était pas légitime, et puis après coup de dire ouais mais de toute façon là c'est fini, c'est mort quoi. Et on voit très bien qui aujourd'hui est dans cette dynamique, que ce soit à droite ou à gauche, à tenir des positions qui en fait du coup profitent à la guerre psychologique menée contre les Vénézuéliens, quoi. Il suffit juste de, comme tu dis, de s'imaginer si on avait pu faire un front aussi important pour soutenir le peuple palestinien et sa résistance. Si à chaque fois qu'on avait dû les soutenir, on avait eu l'obligation de dire attention, quand même, la politique du Hamas depuis les élections de 2005-2006, c'est un problème, leur charte, etc. On voit bien que tout le monde sait aujourd'hui que ça aurait été problématique dans la constitution d'un front pendant le génocide de faire ça. Donc c'est la même chose aujourd'hui pour l'anti-impérialisme. Bref, on va remontrer justement ce qu'on disait sur le fait que en fait, ce que fait Delcy Rodriguez est la continuité de ce que faisait Maduro, justement pour imposer des règles à destination du peuple vénézuélien, c'est-à-dire pour contrôler la capacité à vendre le pétrole, ce qui est refusé par les Américains depuis 25 ans. C'est-à-dire ce qui est refusé, faire en sorte que les ressources du Venezuela soient contrôlées par les autorités populaires élues chavistes du Venezuela et qu'elles soient au profit du peuple vénézuélien. En fait, Trump n'est pas en train de servir un agenda, tel qu'on le voit, qui va que à son avantage. Il y a des contradictions internes très fortes sur les États-Unis, on va le voir. Donc en fait, ce que fait aujourd'hui Delcy, c'est de vouloir changer la réforme partielle sur la loi sur le pétrole, justement dans l'intérêt de construire une extension de la vente du pétrole, sortir de l'exclusivité à Chevron, de pouvoir faire rentrer d'autres acteurs là-dedans, mais toujours contrôlé par le gouvernement vénézuélien. Je rappelle que Delcy avant était ministre des hydrocarbures, donc c'est quelque chose qu'elle connaît. Voilà. On sait que les Américains, eux, veulent un énorme contrôle des capitaux parce qu'ils donnent des gages justement à des gens très anti-vénézuéliens, très anti-castristes, très anti-socialistes, dont Rubio fait partie et dont, on va le voir, c'était le centre de la politique de Trump 1 quand il était dans son premier gouvernement. Ce qu'avait fait Trump, justement, c'était de remettre l'embargo très fort sur le Venezuela. Cet embargo-là avait été un petit peu ouvert par Biden. Et quand Trump est arrivé au pouvoir, très vite, c'est un des trucs qu'il a fait justement dès le départ. Donc vous pouvez aller voir, on mettra les articles qui sont très intéressants sur un site qui s'appelle Connaissance des énergies. C'est des sites qui ne sont pas politisés mais qui donnent beaucoup d'infos. En fait, Trump, en février, a remis un embargo total sur le Venezuela pour encore plus, justement, et c'est comme ça que l'impérialisme, gardez cette expression en tête, fonctionne, c'est il développe le sous-développement pour pouvoir faire en sorte qu'à la fin, ils aient des peuples qui n'en peuvent plus des alternatives et se soumettent complètement à la violence du centre, quoi. Donc, en 2019, Biden avait assoupli l'embargo imposé par Trump et Trump a ensuite révoqué la licence Chevron en février 2019. Ça, Chevron, c'est très important. C'est le dernier à exploiter au Venezuela, la dernière compagnie américaine. C'est ça, exactement. Et en se disant qu'il pourrait avoir du pétrole, avec du pétrole de schiste, etc. et pouvoir compenser tout ça. Ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, on se rend compte qu'il a dû faire volte-face, parce que Maduro a dû annoncer que Chevron reprend sa licence. Les États-Unis ont fait machine arrière sur cette licence, parce qu'en fait, ils se sont rendus compte très rapidement qu'ils avaient extrêmement besoin de ce pétrole, qui est peu cher pour eux, parce que justement le pétrole américain de schiste est en crise. On va vous montrer un petit graphique qui montre la baisse sur 3 ans, donc 2023-2025, donc on est vraiment, vous voyez, et avant on était à peu près au même niveau avec Trump. La baisse de la production et de l'export de schiste aux États-Unis, c'est très 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 important, de l'ordre de 30 à 40%, ce qui fait que, pour la simple et bonne raison que le monde impérialiste est en crise, il y a de moins en moins de production, et donc moins en moins de besoin de pétrole, et on le sait, toute l'année 2025, Trump a voulu déstabiliser, que ce soit l'Iran, le Moyen-Orient, le cours du pétrole,
car le Brent, le pétrole classique, est très peu cher et empêche le profit avec le pétrole de schiste. Et on voit, non seulement il est peu vendu à cause de la baisse de la demande, et en plus il est peu rentable parce que le pétrole standard devient peu cher. Donc Trump a été obligé de faire machine arrière sur le Venezuela à la main, et c'est ce qu'a dit Maduro quand il a commencé à reprendre la main en août. Maduro a dit que tout le monde était bienvenu pour discuter et acheter du pétrole sur le marché standard, ce qui était refusé à Chavez pendant des années. Mais on s'arrête juste là. Cette volonté de vendre du pétrole a été vue par certains comme une sorte de concession. C'est-à-dire qu'il se vend aux Américains, mais en fait, il faut quand même se remettre dans l'histoire du mouvement socialiste. Les socialistes n'ont jamais dit qu'ils voulaient pas vendre des trucs pour développer leur économie s'ils pouvaient. D'ailleurs, c'est pour ça que les États-Unis ont fait un embargo sur Cuba et qu'ils font un embargo aujourd'hui sur le Venezuela. C'est parce qu'ils savent très bien qu'il faut empêcher de vendre des choses et d'acheter des choses pour les pays socialistes pour justement que les populations se retrouvent dans des moments compliqués, avec parfois des famines, avec parfois des produits qui manquent, et puis pour créer du mécontentement contre le gouvernement socialiste. Mais vraiment voir ça comme une concession aux États-Unis, c'est l'inverse en réalité. C'est quand les États-Unis sont obligés d'acheter au prix du marché le pétrole vénézuélien que les États-Unis en fait montrent qu'ils n'arrivent pas à tenir leur embargo et que le Venezuela en fait gagne. Et ça c'est vraiment important parce que aujourd'hui on lit presque l'inverse. Bah oui. Clairement, aujourd'hui, les États-Unis sont en contradiction fondamentale, comme on le disait. Le pétrole, est problématique aux États-Unis. Ils n'empêchent pas simplement le Venezuela. Ils sont là, ils vont essayer de déstabiliser l'Iran. Ils empêchent aussi les Russes d'exporter leur pétrole. Ils ont capté, des cargos de pétrole russes. Donc vraiment, ils veulent contrôler le pétrole parce qu'aujourd'hui, ils sont en crise profonde. Et les gens qui ont du pétrole aujourd'hui, là où le schiste leur donnait un avantage, maintenant, c'est un avantage qui est en train de se perdre, fondamentalement, qui est en train de perdre Trump, et donc il faut retrouver la main sur le pétrole standard. Le problème, c'est que ces contradictions-là, elles sont intéressantes parce qu'aujourd'hui, malgré tout, le Venezuela s'est quand même développé. C'est ce que dit Maduro quand ils ont réouvert la licence. Au cours de ces derniers mois, malgré toutes ces pressions, menaces, chantages abusifs et illégaux qui consistent à accorder ou retirer des licences, le Venezuela a augmenté sa production pétrolière de 12% grâce à ses propres efforts. Et ça, c'est quelque chose qui est insupportable pour le plus droitier de l'aile Trump, c'est-à-dire de faire en sorte que, on soit obligé d'acheter du pétrole aux conditions de Maduro. C'est pour ça qu'à mon avis, les États-Unis ont fait tomber Maduro, mais ils ne feront pas tomber le chavisme parce que Rodriguez tient. Ils ont dû faire tomber Maduro parce que ils savent qu'ils vont devoir acheter du pétrole aux conditions du chavisme, mais Maduro c'était trop quoi. Et juste, j'ai envie de t'arrêter. Et donc, tu dis ils feront pas tomber le chavisme. En vrai, on n'en sait rien. Peut-être qu'ils vont faire tomber le chavisme. Par contre, ce qu'il faut empêcher, c'est ce défaitisme de dire, alors que pour l'instant l'administration tient la même ligne que Maduro, c'est-à-dire essayer d'avoir des relations normales avec tous les pays du monde et vendre au prix du marché leur pétrole, d'essayer de faire croire que ça c'est une concession et une trahison de Delcy Rodriguez, et donc que le chavisme est en train de mourir, parce que ça provoque soit de la confusion, du défaitisme dans les masses, et ça provoque quoi ? Ça provoque un avantage pour l'impérialisme américain. Et cette position-là, elle est vraiment dégueulasse quand t'es un peu au chaud, tranquille, dans le centre-impérialisme, et qu'il y a d'autres gens qui jouent leur vie. Je rappelle qu'il y a quand même eu 32 gardes cubains décédés, plus d'une centaine de personnes mortes entre les bombardements avant le kidnapping de Maduro, et puis environ une centaine pendant le kidnapping. Enfin voilà, c'est des positions qui sont à la fois fausses et en plus qui sont dégueulasses. C'est ça. Et donc ce qu'on voit, c'est là je vous mets un petit graphique très important. Aujourd'hui, l'industrie du prix du baril est trop bas pour l'industrie pétrolière américaine. Donc là, ils sont vraiment en crise. Ce qui fait qu'ils sont obligés de trouver d'export de capitaux. Mais regardez, les monopoles américains ne veulent pas investir, ils sont dans une suraccumulation, et même les aventures vénézuéliennes de Trump ne suffisent pas. Les 100 milliards de dollars qu'il voudrait faire investir par ExxonMobil ont été vus comme quelque chose d'impossible par Darren Woods, producteur d'ExxonMobil. Donc il y a des contradictions dans l'impérialisme entre l'impérialisme doctrine Monroe 2.0 de Trump et on va dire les grands propriétaires de capitaux, qui ne veulent pas, qui n'ont pas les moyens, et c'est un vrai problème pour le capital. C'est qu'il n'est plus rentable, il n'est plus capable de faire du taux de profit en injectant de l'argent, il n'est plus capable de faire son reproduction, sa transformation d'argent en capital, la fameuse formule AMA'. Tout ça pour dire, et je vais conclure là-dessus, qu'il faut aller lire justement les marxistes du Sud. Et là, je vous propose un texte très important de Samir Amin, qui est un marxiste du Sud, très important sur l'anti-impérialisme. La libération nationale. En crise dit du Sud, c'est pas un mec qui. Jusqu'en crise dit du Sud, c'est pas un mec qui boit du Ricard.
C'est un gars vraiment des pays colonisés, anciennement colonisés. Non mais je dis ça pour Zoé qui parfois ne comprend pas forcément les doubles sens. Bien sûr, les jeux de mots, tout ça. Voilà, de la libération nationale et la transition socialiste, vous verrez, je vous invite à le lire, et il montre justement la contradiction principale de l'impérialisme entre les nations du Sud et les nations du Centre, on va dire entre la périphérie et le centre, comme on dit aujourd'hui, et vous allez voir, il y a des très bons passages sur ce qu'on appelle l'occidentalocentrisme. Ça, vous pourrez aller lire ça, et vous verrez à quel point, en fait, toute justement la théorie un peu abstraite du prolétariat mondial contre la bourgeoisie mondiale, comme si c'était identique à l'état des forces productives de Marx, qui parlait simplement de la pointe avancée de l'Occident, c'est-à-dire l'Allemagne, la France et l'Angleterre, ou même de Lénine et Trotsky, c'est-à-dire, on va dire, l'intégralité de l'Europe, un petit peu les États-Unis, comme si aujourd'hui le monde et les forces productives étaient identiques. Ce n'est pas la même chose, et donc cette vision-là de réduire le marxisme et l'analyse des forces productives à l'état de Marx ou à l'état, on va dire, des années 20-30, est un occidentalocentrisme, parce qu'aujourd'hui, c'est ne pas comprendre le système monde, centre et périphérie. Voilà. Donc, pour finir là-dessus, je sais pas ce que tu as à rajouter, mais on va conclure. Non, j'ai juste aller voir l'entretien avec Thierry Deron sur la chaîne On ne veut plus. Moi, c'est tout ce que j'ai envie de vous dire. Hein. Voilà. Et moi, je vais te dire, terminons là-dessus en disant que c'est très important de soutenir toutes les tentatives de mise sous pression du centre et de ses capitaux, et de ses politiques, et de ses tentatives militaires, peu importe si ça ne rentre pas dans les cases d'une certaine vision occidentale d'une analyse de classe. C'est une fausse analyse matérialiste, c'est une analyse idéaliste. L'analyse matérialiste, c'est l'analyse justement de la réappropriation des populations de leurs ressources, et non pas la soumission au capital hégémonique, centralisée et accumulée. Tu as cité Deng, je vais finir par cette formule de Deng qui est très importante pour savoir ce que c'est une vraie analyse matérialiste. Deng disait « Peu importe qu'un chat soit noir ou blanc, l'important c'est qu'il attrape des souris pour être un bon chat. » Voilà, peu importe si le socialisme répond à telle ou telle catégorie abstraite, etc., inutile, on définit le socialisme dans sa capacité à contrer et à s'opposer à l'hégémonie capitaliste, et c'est ce que font les pays de l'axe anti-impérialiste, et notamment Cuba et le Venezuela. Voilà. Et donc sur ce, allez voir l'entretien au NVP, suivez nos chaînes, suivez nos analyses un petit peu plus poussées sur Position Revue, où on va parler d'anti-impérialisme de manière plus importante. N'hésitez pas à relayer tout ça, n'hésitez pas à diffuser, à vous abonner, à donner sur le Tipeee pour qu'on puisse continuer de faire des choses sur le terrain de manière très importante. Et sur ce, on vous dit à plus. À plus.